Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette émission de Café de Dimanche sera particulière vu aux événements qui ont eu lieu cette semaine. C'est la première vidéo que j'enregistre après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc j'aimerais bien faire quelques messages, donc malheureusement ça ne sera pas aussi positif comme j'essaie de faire d'habitude dans toutes mes vidéos. Donc malheureusement le 24 février, le monde s'est réveillé dans un autre monde, parce que les événements auxquels ni moi ni beaucoup d'autres personnes n'ont pas été prêtes ont eu lieu, malheureusement. Donc effectivement, l'armée russe est rentrée sur les territoires ukrainiens. Maintenant, nous vivons une véritable guerre entre les deux grands pays au centre de l'Europe. Je vais être très honnête que j'ai un peu mal vécu cette histoire, et dans cette vidéo on va essayer quand même de se concentrer aussi sur les points économiques, même si ça va pas être très facile, en tout cas pour moi. Au début de cette vidéo, j'aimerais bien juste attirer votre attention à certains points qui ne concernent pas du tout l'économie, la finance, la bourse, parce que j'hésitais de parler de ça, mais finalement j'ai décidé de prendre une position assez ferme par rapport à ce sujet. C'est que si vous imaginez qu'il y a eu des familles, des enfants, des femmes, des retraités qui, il y a encore quelques jours, étaient en train de faire leur projet pour le week-end, et maintenant ils sont dans les abris anti-bombardement, en train de se cacher dans les stations de métro contre les bombes qui tombent sur leur tête. Donc c'est très difficile à imaginer. C'est vrai que ça peut être un peu cynique, mais parfois quand ça se passe sur notre bout du monde, on ne réalise pas forcément que c'est vraiment proche, que ça peut arriver avec n'importe qui, mais aujourd'hui ça arrive aux portes de l'Europe, aux portes de l'Union européenne si vous voulez, c'est même dans l'Europe, et la tragédie elle est très difficile à décrire. Donc j'aimerais bien que vous compreniez que quand même c'est quelque chose de sérieux, et c'est pour ça que j'ai décidé de quand même commencer cette vidéo par ce message. Premièrement, je voudrais exprimer mon soutien ferme et inconditionnel au peuple ukrainien. Mes amis, vous vivez un véritable désastre, vous ne le méritez pas, vous méritez que le bonheur et la paix reviennent et s'installent durablement dans votre pays. En tout cas, évidemment, je souhaite de tout mon cœur de la sécurité avant tout à vos amis, à vos familles, et de la santé bien évidemment, et j'espère que cette horrible histoire se termine aussi rapidement comme elle a commencé. Je ne sais pas s'il y a des Ukrainiens qui regardent mes vidéos. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je suis avec vous. Donc que la Russie n'est pas Vladimir Poutine, la Russie ce n'est pas son entourage. Il y a beaucoup de personnes en Russie qui vous soutiennent et qui partagent tout à fait vos valeurs. Deuxièmement, je voudrais adresser ce message aux Européens occidentaux, notamment les Français, qui sont la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des Français, qui vont bientôt passer aux urnes électorales. Vous avez devant vos yeux un exemple d'un mauvais choix électoral qui a été fait il y a beaucoup d'années. Très souvent dans l'histoire, ces personnes sont arrivées au pouvoir suite à un processus démocratique des élections. Donc ça, c'est arrivé déjà avec Hitler, ça c'est arrivé avec Vladimir Poutine et pas que. Donc faites quand même beaucoup attention parce que ces personnes, souvent, ils font l'appel à des grandes valeurs, à la idéologie, au patriotisme et ce genre de choses. Quand vous entendez ce genre de discours, pour moi, en tout cas, c'est une alerte. Ce sont souvent des discours qui instrumentalisent les valeurs profondes de la société civilisée, pour les instrumentaliser et pour cacher quelque chose autre derrière. Faites beaucoup attention quand vous entendez ce genre de discours, parce que n'oubliez pas que le patriotisme et l'idéologie, c'est souvent le dernier abri du vaurien. Et bien évidemment, je vous invite à exprimer votre soutien au peuple ukrainien qui est en train de souffrir réellement actuellement à cause de cette invasion russe. Voilà, c'est tout pour ce message. Je sais que je n'étais pas du tout obligé d'en parler. Ma chaîne ne concerne pas la géopolitique, l'histoire, mais je me sentais d'être obligé de le faire, sachant que je suis d'origine russe, j'ai toujours le passeport russe, et quelque part, j'aimerais bien faire ce message d'après ma communauté, d'après les personnes qui vont le regarder. Et j'espère que ça va aider à quelqu'un, même si on ne peut pas malheureusement faire grand chose. Voilà, maintenant on va passer à des sujets plus joyeux, j'espère. En tout cas, les sujets qui concernent plus exactement la chaîne Mind the Cash. On va revenir
à nos discussions traditionnelles sur la bourse, sur la finance, qu'est-ce qui s'est passé, et évidemment comment les marchés vont réagir sur la situation géopolitique qui se passe actuellement autour de nous. Toutes ces dernières semaines, dans mes posts sur mindthecash.fr, sur les différentes vidéos sur ma chaîne, je n'arrêtais pas de parler de la géopolitique parce que malheureusement c'est ça qui, on va dire, qui dirigeait le marché. Et ma position, elle était telle que le monde est raisonnable, quand même les dirigeants des pays ne veulent pas la guerre. Je partais de ce principe et c'était ça mon scénario de base. Malheureusement, mon scénario de base ne s'est pas réalisé. Donc, est-ce que c'était une erreur? Bon, évidemment, dans les faits, c'était une erreur, mais si on revient quelques jours en arrière, je ne vois pas nécessairement une erreur que j'ai fait dans cette réflexion. Parce qu'évidemment, si on est investisseur, on part du principe que le monde il a un minimum du rationnel. Aujourd'hui, ce rationnel est remis en question et du coup ça nous crée un flou total. Donc le monde s'est inversé de point de vue économique, de point de vue tous les autres aspects de vie, et maintenant on devrait adapter nos stratégies de gestion de notre portefeuille, de nos investissements pour évidemment tenir compte des profils de risque complètement différents, se préparer à la volatilité bien plus importante parce que maintenant on a le flux total. Donc aujourd'hui parler de la gestion de risque comme on l'avait parlé encore lors de notre café dimanche la semaine dernière, c'est nonsense, ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire qu'on devrait réfléchir différemment et intégrer dans nos valorisations des paramètres de risque qui sont complètement différents. J'ai fait plusieurs vidéos en mode short, vous savez, les courtes vidéos un peu comme en TikTok que je commence à tester en fait sur la chaîne Mind the Cash. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez que ce format est bon. Mais par contre, mes deux vidéos que je publiais, les concernaient justement ce conflit ukrainien où finalement j'avais tort. J'ai préféré de les garder pour avoir la transparence de la chaîne, que vous montrer que je n'ai pas raison tout le temps, parce qu'il y a certaines personnes, si vous rejoignez la chaîne Mind the Cash, je vous rappelle que je ne me positionne pas comme un gourou, comme un conseiller d'investissement, je n'ai pas le droit de le faire, je suis juste un blogueur, je vous exprime mon opinion. Je pourrais prendre une opinion bien plus neutre. Moi je trouve que le métier du blogueur c'est quand même d'exprimer son point de vue argumenté, c'est ça que j'essaie de faire, et mes arguments la semaine dernière et la semaine d'avant c'était que Poutine est rationnel et il fait le jeu de muscles qui pourrait être, on va dire, raisonnable selon certains points de vue, même si ce n'est pas le mien, qui pourrait expliquer certaines manœuvres absolument, qui peuvent paraître absolument absurdes de l'extérieur. Mais finalement, ces manœuvres absurdes étaient encore plus absurdes parce qu'elle est allée bien plus loin et maintenant on doit se remettre en cause. D'ailleurs, c'est une des bonnes caractéristiques des bons traders, de savoir de se remettre en cause et très rapidement, le temps que vous n'avez pas encore perdu toutes les lignes dans votre portefeuille et le temps que vous n'avez pas encore fait faillite. Voilà, donc c'est ça le but. Et aujourd'hui, nous allons voir quels seront les secteurs qui seront les plus impactés par ce conflit, comment on peut en profiter du point de vue de nos investissements, comment on peut éventuellement réorienter nos investissements. Et ça sera le sujet central de cette vidéo. J'ai peur que ça va être un tout petit peu bordélique parce qu'il y a tellement des inconnus aujourd'hui que j'ai très peu d'informations pour analyser. Parce qu'aujourd'hui, l'état des choses est tel, c'est une catastrophe d'une telle ampleur qu'on ne peut pas élaborer même en scénario de base. Parce que les choses changent tout le temps. On ne sait pas à quoi va aboutir ce conflit. Parce que vraiment, l'Ukraine, c'est un énorme pays. Est-ce que Poutine va réussir d'atteindre ses objectifs ou pas, ses objectifs militaires? S'il n'atteint pas ses objectifs, c'est complètement un autre monde, parce que son autorité au sein du pays peut être remise en cause. S'il atteint ses objectifs, comment elle va gérer le territoire ukrainien qui est devenu anti-russe par définition, parce que maintenant ce sont des criminels de guerre. Après, parce que Poutine a rejoint, on va dire, la liste des criminels de guerre politique à partir de 24 février 2022. Et maintenant, on ne peut pas se projeter du tout dans cette situation. Évidemment, la prudence s'applique pour ce genre de circonstances. Donc le monde a changé, comme je viens de vous dire au début de cette vidéo. On va commencer par les sujets qui sont liés à l'approvisionnement énergétique de l'Europe, parce que d'ailleurs c'est ça qui affecte la réaction de l'Union européenne, des Occidentaux, parce que les Européens sont très dépendants de l'énergie russe, ça j'imagine que vous le savez parfaitement, et aussi l'inflation, parce que ça c'est un sujet qui était dominant dans les médias économiques à la fin de l'année dernière, au début de cette année, parce qu'on parlait que de l'inflation et de la hausse des taux comme les risques principaux pour l'année 2022, mais maintenant la crise géopolitique, vraiment cette guerre qui a complètement effacé ces risques, on va dire, mesurables, parce que c'est des choses des phénomènes auxquels on s'attendait. Maintenant, on devrait gérer d'abord ça, et ensuite on va revenir à d'autres sujets pacifistes, on va dire.
Donc dans cette vidéo de Café Dimanche, on sera à 100% focus sur l'énergie, sur éventuellement des opportunités qui peuvent s'y présenter, comment on doit réorienter nos investissements. On va parler rapidement aussi des actifs russes qui ont été massacrés. Vous savez, la bourse russe le 24 février, elle a subi une baisse de 50% sur l'indice. Vous imaginez, 50% sur l'indice, c'est du jamais vu. Même pendant le défaut de paiement en 1998, la situation était meilleure. Parce qu'évidemment, en 1998, la Russie faisait partie de la communauté internationale. Donc même s'il avait des difficultés économiques, c'était pas les mêmes circonstances qu'aujourd'hui quand le pays est en train de s'isoler et on se demande déjà l'état mental complètement des dirigeants russes. Et voilà, et donc là c'est complètement impossible aujourd'hui de valoriser les actifs russes, je vais en parler. Et aussi, on va parler aussi de l'inflation, comment les prévisions, mes propres prévisions sur l'inflation changent suite au déclenchement de ce conflit. Avant de commencer de parler de ces sujets, j'aimerais bien juste voir rapidement la situation technique sur les indices qui ont fortement rebondi. Ils ont fortement rebondi, pourquoi? Parce que les sanctions que l'Union européenne et Joe Biden ont imposées sur la Russie ont été considérées comme moins fortes que c'était prévu. Après, ce n'est pas encore la fin parce que les sanctions sont toujours en train d'être discutées. On ne sait pas, personne n'était prêt, comme vous voyez, donc même les dirigeants des pays ne croyaient pas vraiment que ça peut arriver, donc moi je suis pas le seul à ne pas y croire, et maintenant ils parlent de plus en plus des autres sanctions, donc je pense pas que c'est fini. Donc en tout cas, au jour actuel, à la clôture de vendredi, le marché était très positif parce que visiblement les sanctions qui ont été annoncées au vendredi soir n'étaient pas à la hauteur à ce qu'on pouvait avoir peur. Donc voilà, donc du coup le marché il a fortement rebondi, et paradoxalement l'image technique, vision technique n'a pas beaucoup changé. Je pense toujours qu'on devait toucher 4100 sur S&P 500, peut-être 4050, c'est là où se trouve pour moi en tout cas le support puissant, et vivre un rebond très violent sur les marchés jusqu'à probablement retester le plus haut historique. Je ne pense pas qu'on va aller très loin au-delà des plus hauts historiques, malgré les circonstances bien plus graves, bien plus risquées que nous vivons aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a une notion de la volatilité. La volatilité des marchés, c'est quoi? C'est la capacité de l'actif de bouger fortement. Donc en fait, c'est la mesure de décrire l'ampleur de mouvement de prix d'un actif. Donc aujourd'hui, la volatilité est bien plus importante. Donc du coup, la baisse peut être très importante, mais le rebond peut être important aussi. Et donc du coup, on peut atteindre les plus hauts historiques très très rapidement, littéralement en quelques séances. Je pense que dès qu'on va vivre ce rebond, qui va pour moi être lié plus à des bonnes nouvelles, soit sur des sanctions, je sais pas comment considérer bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, donc excusez-moi en avance si je me prononce pas peut-être très bien, parce que bon, les bonnes nouvelles, qu'il n'y a pas assez de sanctions sur le pays qui fait une agression militaire, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, parce que les marchés sont cyniques, les marchés ils ne font attention que à l'argent. Donc du coup, parfois, je vais peut-être être incohérent sur les termes que j'utilise. Donc dans tous les cas, le marché peut considérer un certain déroulement des événements autour de l'Ukraine et de la Russie comme une bonne nouvelle, et provoquer un rebond très très violent. Et vu qu'on a complètement oublié de la hausse de taux de l'inflation, ça va faire techniquement un rebond qui est très puissant, qui peut nous amener au-delà des plus hauts historiques. Donc ça, il faut bien garder en tête. Donc du coup, je ne pense pas que le short, on va dire en conditionnel, en short sec sur les marchés, est une bonne stratégie aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas quelle est la bonne stratégie parce qu'il n'y a pas de visibilité. En tout cas, ce n'est pas la stratégie qui est la mienne. Aujourd'hui, j'implémente une stratégie du hedging que j'ai créée justement le jour d'après ces événements. Parce que, comme je vous ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, que j'ai arrêté le hedging parce que moi je ne considérais pas que le risque de la hausse de taux et de l'inflation était si important. Je la voyais toujours, l'inflation, comme temporaire. Et oui, j'étais un peu dans cet esprit-là. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi par rapport à ça, mais on va encore reparler tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai arrêté de hedger mon portefeuille après la première vague de baisse du janvier. Et donc là, évidemment, je ne m'attendais pas encore une fois à cet événement entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, c'est justifié de reprendre encore en assurance pour éviter le pire pour mon portefeuille, parce que je dois maintenant réorganiser mes positions et je suis en train de me poser les questions: quelles sont les positions dont je pourrais renoncer, dont je pourrais vendre pour, on va dire, diminuer le profil du risque de mon portefeuille. Voilà, en tout cas, l'image technique, paradoxalement, elle ne change pas tant que ça. Donc on a vécu une forte chute, maintenant on a vécu un fort rebond le vendredi. Comment la semaine va s'ouvrir la semaine prochaine, le lundi, on va voir. Pour l'instant, au jour quand j'enregistre cette vidéo, ça c'est le samedi midi,
Donc pour l'instant, il y a tout le temps de mauvaises nouvelles, mais est-ce que ces mauvaises nouvelles vont être considérées comme positivement ou négativement par les marchés? J'en sais rien. Actuellement, il y a des discussions entre le président ukrainien et le président russe pour faire une rencontre à Minsk. Est-ce que ça va se confirmer ou pas? J'en sais rien. Je pense que beaucoup, l'humeur de marché va dépendre de ça. Si jamais les rencontres, ça va être considéré comme un apaisement possible sur le conflit, probablement l'arrêt des nouvelles sanctions au moins sur la Russie, et donc du coup le marché risque de rebondir. Je pense que c'est très probable comme événement, mais encore une fois, ce n'est que des idées. Je n'ai aucune preuve, évidemment, je ne fais pas partie, heureusement, de ces conflits politiques, et donc je ne peux pas vous dire comment les choses vont se dérouler. Donc voilà, donc pour moi, techniquement, rien ne change, et maintenant je passe au sujet principal de cette vidéo, où on va parler beaucoup de l'énergie, d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Vous voyez votre carte des pipelines de gaz et du pétrole en Europe. Donc vous voyez que la plupart des pipelines ils viennent de la Russie, de la Sibérie. Donc en rouge, c'est les pipelines de pétrole, donc les gazoducs, pardon. Et en vert, ce sont des gazoducs du gaz. Donc juste pour un petit peu de l'histoire, c'est que le gazoduc principal, la plupart des gazoducs passent par le territoire ukrainien et l'Ukraine, et quelque part elle taxe pour les droits de passage des matières premières russes à travers le territoire ukrainien. Et donc ça fait partie d'ailleurs ça fait partie importante des revenus nationaux de l'Ukraine, justement grâce à ce positionnement stratégique au niveau de la carte, au niveau de la géographie, et parce que historiquement les gazoducs soviétiques passaient par le territoire ukrainien, et donc du coup pour ce passage ils prenaient une certaine somme d'argent. Voilà, maintenant il y avait un gros projet qui était lancé par Gazprom qui s'appelle Nord Stream 2 qui passait par la mer Baltique, et ça c'était un projet très controversé parce que évidemment c'était un projet politique avec un but de contourner l'Ukraine et fournir le gaz directement à l'Allemagne. Donc voilà, parce que l'Allemagne évidemment c'est le plus gros consommateur, et après dans les pipelines européens, ce gaz peut partir dans n'importe quel point de l'Europe occidentale. Et donc ce projet actuellement est arrêté à cause de sanctions, il n'a jamais été vraiment approuvé. Juste pour un petit peu de l'historique, et d'ailleurs c'est un paradoxe, tout le monde parlait de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, comme un grand ami de Poutine, ou un ami potentiel de Poutine, mais finalement c'est lui qui était le plus ferme envers lui, dans les faits. Dans ses discours, à chaque fois, il paraissait quand genre dit Poutine it's a great guy, des choses comme ça, mais dans les faits, c'est lui qui a imposé le plus de sanctions, c'est lui qui voulait éjecter Poutine du marché du gaz et remplacer le gaz russe par le GNL. Bon. Aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, Donald Trump n'est pas allé jusqu'au bout dans cette démarche, parce qu'on serait dans une situation bien meilleure qu'on est aujourd'hui quand la dépendance énergétique de l'Europe ne cesse d'augmenter, dépendance de la Russie bien évidemment, et maintenant quand la Russie devient quelque part un ennemi du monde occidental, maintenant c'est presque officiel, on est dépendant, de point de vue de provisionnement énergétique, de l'ennemi militaire maintenant, qui menace en gros les pays voisins. Et donc ça, c'est vraiment une situation très délicate, donc probablement Trump n'était pas si con comme il est souvent présenté dans les médias, en tout cas sur ces points-là. Un autre politique, on va dire anti-russe dans les faits de Donald Trump, c'est qu'il était toujours très ferme contre le gazoduc Nord Stream 2. Pour lui, c'était de l'économie, évidemment, parce qu'il disait que genre, si ce gazoduc n'est jamais mis en route, dans ce cas-là, on a plus de chances de vendre notre gaz LNG ou GNL en Europe. C'était tout à fait juste, parce que son but, c'était de conquérir ce marché. Et donc, du coup, sa position n'a jamais été flexible sur ce gazoduc. Il disait, niet, c'est pas possible. Et en plus, il a mis des sanctions sur la société suisse, qui était un fournisseur, en sous-traitant pour construire ce gazoduc. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu de l'histoire, parce que je sais que les médias, on va dire mainstream, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas vraiment des couleurs politiques, je vous explique juste ce qui s'est passé dans l'histoire, que Donald Trump était dans les faits, pas dans les discours, très ferme envers Vladimir Poutine. Maintenant, après l'élection de Joe Biden, qui était censé être un ennemi politique de Vladimir Poutine, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a dit une phrase qui moi personnellement qui m'a choqué. Il a dit que
finalement, le gazoduc Nord Stream 2, il est presque terminé au temps de commencer à l'utiliser. Et donc c'était vraiment la fête en Russie parce qu'ils ont, pour la première fois, ils ont vu une chance de déclencher vraiment ce gazoduc qui permet de contourner l'Ukraine en termes d'approvisionnement du gaz. Et c'était une énorme victoire politique russe. Et c'était d'ailleurs une des raisons pourquoi moi je ne me préparais pas aux événements que nous vivons aujourd'hui, parce que quelque part, Vladimir Poutine, il avait presque gagné déjà cette guerre pour le Nord Stream 2. Il suffisait juste de prendre une position, on va dire, plus calme, plus modérée par rapport à l'Ukraine pour que ce gazoduc soit mis en route et pour que le budget russe qu'il maîtrise Vladimir Poutine, commence à recevoir des énormes sommes d'argent sur leur compte grâce aux approvisionnements justement supplémentaires de l'Europe à travers de l'Ukraine. Et en plus, il y aurait beaucoup plus de pression politique et économique sur l'Ukraine parce qu'il y aurait une carte à jouer que genre, est-ce qu'on passe par Nord Stream 2 ou est-ce qu'on passe par vos gazoducs? Je comprends toujours pas la majeure, on va dire, crainte que j'ai dans ma tête, c'est que Vladimir Poutine, il n'est plus du tout rationnel, en fait, qui a envie de faire la guerre. Et c'est une grande différence entre ce que nous avons vécu pendant la pendant la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, quand il y a eu un conflit similaire entre la Russie et les États-Unis, ni l'un ni l'autre, aucun des pays ne voulait pas faire la guerre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un pays qui veut faire la guerre. Et ça fait vraiment peur. Et ça, j'ai quelque chose à quoi je ne peux pas analyser en fait. C'est des choses qui se passent dans la tête d'une seule personne qui a un pouvoir absolu et qui peut faire tout ce qu'il veut et en plus qu'il a des armes nucléaires. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable, ce que nous vivons aujourd'hui. Et en fait, j'aimerais bien, pourquoi j'en parle de ça aujourd'hui, tout simplement parce que nous, en étant en France ou en Belgique, ou je sais pas où vous regardez mes vidéos, on peut avoir l'impression, sans avoir tous ces détails, on peut avoir l'impression que la situation n'est pas si grave que ça. Voilà, donc ça c'est un conflit local. Non, ce n'est pas un conflit local, c'est un conflit européen qui a à avoir des conséquences graves pour l'avenir. Donc ça remet en cause, en quelque part, l'autorité de l'OTAN, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc il faut faire beaucoup attention à ce qui va se passer dans les prochaines semaines après le déclenchement de ce conflit. Voilà, en tout cas, voilà, vous voyez sur la carte que la dépendance énergétique de la Russie elle est juste gigantesque. Et maintenant, qu'est-ce que va faire l'Union européenne? J'espère que finalement, ils vont se poser des bonnes questions, ils vont chercher d'autres sources alternatives d'approvisionnement. Donc, quelles sont ces sources alternatives? Premièrement, la plus simple, c'est que l'Allemagne et Belgique échangent leur fusil d'épaule par rapport au nucléaire, parce qu'évidemment ce sont des pays qui ont renoncé au nucléaire après le Fukushima, donc toutes ces histoires-là que vous connaissez j'imagine, et maintenant on peut se demander est-ce qu'il ne faut pas revenir vers le nucléaire, qui est d'ailleurs une énergie propre, au cas de bon fonctionnement des stations nucléaires. Donc je ne vais pas rentrer en détail. Donc le nucléaire peut être gagnant paradoxalement, parce qu'il y a certains pays en Europe qui n'ont pas renoncé, d'autres pays comme l'Allemagne ont renoncé, donc peut-être ils vont changer d'avis face à la forte dépendance de l'énergie russe. Deuxièmement, quelle pourrait être une alternative? Il y en a deux, c'est le gaz de pétrole de schiste et les énergies renouvelables. Gaz et pétrole de schiste, c'est complètement inverse, c'est complètement contre la politique écologique qui est globalement mainstream dans le monde entier. Donc j'ai du mal à croire que les gouvernements vont tourner vers cette solution-là. Peut-être à court terme, ils vont le faire, tout simplement parce que les énergies renouvelables ne peuvent pas encore fournir en débit, si vous voulez, en termes informaticiens, suffisant de point de vue de l'énergie. On ne peut pas s'approvisionner uniquement avec des énergies renouvelables au jour actuel, et donc du coup ça ne sera pas suffisant. Peut-être le gaz et pétrole de schiste sera une solution temporaire de remplacement de l'énergie en provenance de la Russie si jamais le conflit continue à dégénérer. Évidemment, on aime bien d'être proche au marché, et là je vais vous parler de quelques recherches que j'ai fait par rapport aux ETF, comment vous pourrez investir dans les entreprises qui opèrent dans le secteur de gaz et pétrole de schiste, et notamment je trouvais cet ETF. Déjà tout de suite pour un disclaimer, pour la déontologie, que moi je n'investis pas dans ce secteur. Je pense que ça peut en tirer profit à court terme, mais à long terme pour moi c'est pas le secteur qui m'intéresse le plus. Donc après vous pouvez regarder évidemment sur Google pour trouver des ETF ou des entreprises concrètes dans le secteur de gaz et pétrole de schiste, mais en tout cas je ne suis pas un spécialiste, je regarde très peu ce secteur, mais ça peut être une des idées du moment pour investir. Donc là je trouvais cet ETF Investco S&P Small Cap Energy ETF, et donc
dedans, il y a pas mal d'entreprises qui sont dans le secteur de gaz et pétrole de schiste. Ensuite, mon avis, il est bien plus favorable par rapport aux énergies renouvelables. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes diverses vidéos. Pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, vous savez que je utilise souvent les stratégies optionnelles par rapport aux entreprises du secteur des énergies renouvelables. Ce secteur, il était massacré, mais littéralement massacré. Il a eu un énorme hype il y a 1 an et demi. On était au plus haut. Aujourd'hui, il est complètement oublié. Maintenant, c'est vraiment pas du tout dans le mainstream des marchés. Il continue à baisser tout le temps. Et aujourd'hui, on attend des niveaux qui commencent à être vraiment intéressant, en tout cas pour moi. À long terme, je pense que nul doute que les énergies vertes vont gagner la bataille, donc on va progressivement remplacer les énergies classiques par les énergies renouvelables. Quasiment chaque pays, même les pays qui sont les plus écolos, comme la Chine, ils ont des projets à long terme pour passer sur les énergies vertes. Donc il faut quand même faire beaucoup attention que le trend, il est déjà changé. Donc après la question, quand est-ce que ça va être rentable, quand est-ce que ça va vraiment marcher, quels sont les meilleurs acteurs qui vont tirer le meilleur profit de ce secteur, mais le fait que c'est le secteur d'avenir ne fait aucun doute. Donc je pense qu'il est légitime de se positionner déjà à partir des cours actuels sur ce secteur, même si je n'ai pas droit de donner de conseils d'investissement. Je vous dis tout simplement ce que je fais, que dans ma stratégie, c'est un des secteurs dans lequel je peux sans aucun problème de passer la crise et vivre les moments difficiles, parce que je sais qu'à l'avenir, de toute façon, c'est ça qui va qui va faire partie de l'économie du futur. Donc on va regarder rapidement quelles sont les valeurs qui font partie de ces ETF. Donc, il y a aussi l'onglet Holding. Dans une de mes précédentes vidéos du Café de Dimanche, je vous ai parlé dans LifeHack comment analyser le secteur. Vous pouvez trouver des plus gros ETF comme iShares, qui est BlackRock, ou Amundi, ou Lyxor. Vous pouvez regarder toujours leur première ligne et vous allez certainement voir les leaders de ce secteur. Bon, pas forcément les leaders, mais en tout cas les entreprises importantes dans le secteur en question. Donc ici, voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour regarder sur votre écran quelles sont les entreprises par poids. Donc cette entreprise, elle a investi le plus dans la société qui s'appelle Vestas Wind Systems. Après, il y a Enphase Energy. Moi, j'ai mon propre screener. D'ailleurs, cette année, je vais lancer sur le site mindthecash.fr les abonnements où je vais publier tous mes screeners par rapport aux entreprises que moi je souhaiterais d'acheter. Je vais publier plein d'autres choses, mais entre autres, ça sera des screeners. Et voilà, Consolidated Edison, Plug Power, j'en ai parlé, je pense que dans mes vidéos. Solar Edge, ça c'est une des sociétés très connues. Donc voilà, vous pouvez voir comme des exemples des entreprises qui sont positionnées dans les énergies renouvelables. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez investir dans les major players comme BP ou Total. D'ailleurs, BP et Total, ce sont des entreprises très bien exposées sur les énergies renouvelables parce que c'est eux qui ont investi le plus. Je trouve que les entreprises majors du pétrole aux États-Unis ont beaucoup de retard par rapport à ça. Et donc, je n'investis pas dans les pétrolières américaines, je préfère les pétrolières européennes et britanniques. Voilà. Donc, je pense que si vous voulez investir indirectement dans le renouvelable, investir dans Total et investir dans BP, ça reste une bonne solution parce que de toute façon, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de cash et ils peuvent faire la croissance externe, soi-disant racheter la concurrence pour se positionner sur ce secteur. Ils vont racheter des petites entreprises plus petites qu'eux et augmenter leur dépendance, leur chiffre d'affaires des entreprises renouvelables. Voilà, ça c'est une des idées. Donc voilà, pour résumer un tout petit peu, donc déjà on a une idée court terme dans le gaz pétrole de schiste, mais ça je ne me positionne pas. Pourquoi pas l'énergie nucléaire qui peut revivre sa deuxième vie maintenant avec les situations actuelles, et les énergies renouvelables, pour moi c'est clairement le secteur d'avenir, et en plus qui n'est pas cher aujourd'hui. Je pense que ça vaut le coup en tout cas de l'analyser. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sectorielle sur le secteur de l'énergie verte. On a déjà dans notre portefeuille PEA, dont la vidéo je publiais le vendredi, deux entreprises, c'est Neoen et Voltalia. C'est pas forcément les meilleurs, mais en investissant au sein de PEA, on n'a pas beaucoup de choix. Malheureusement, la plupart de ces entreprises sont encore une fois aux États-Unis et la plupart ne sont pas éligibles au PEA. Et pour nous, en France, si vous avez que PEA, pourquoi pas Neoen, Voltalia, ça c'est les purs players des énergies renouvelables. Voilà, maintenant si vous voulez vous positionner sur un scénario où les États-Unis vont commencer à remplacer le gaz russe par le GNL américain, donc une des sociétés qui, on va dire, la plus importante aux États-Unis, ça s'appelle Cheniere Energy. Donc malheureusement, elle est au plus haut parce que ce scénario il était déjà joué depuis un certain temps et c'est une très grosse entreprise qui est positionnée sur le secteur de GNL. Vous pouvez trouver
beaucoup d'autres entreprises de secteur GNL, mais Cheniere, elle est particulièrement intéressante dans ce domaine, mais malheureusement, vous n'avez pas le momentum pareil comme sur les entreprises des énergies renouvelables. Donc je pense qu'on est au plus haut historique, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc par exemple là, on est au plus haut historique effectivement, mais cette entreprise, bon, elle reste quand même chère, je pense. Donc on va regarder rapidement les ratios. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette entreprise, pourtant c'est assez important. Donc la price to sales 2, c'est pas si important que ça. Après les marges sont 30% en moyenne sur 5 ans. Donc, bon là, le return on investment pour l'instant est très faible, mais ça c'est visiblement une entreprise qui a une position assez agressive de point de vue marketing et le développement elle est très rapide. Donc je pense que ces ratios il faut voir sous une prisme du futur, de développement futur de cette entreprise. Ensuite, une autre alternative d'investir sur la transformation du secteur énergétique, c'est d'investir dans les traders de l'énergie. Donc qui sont ces traders en fait? Ce sont des très grosses entreprises de trading de l'énergie, mais c'est pas parce qu'ils font du trading genre sur les futurs, sur les options, ils font ça aussi, mais ils font pas que ça. Ils sont plutôt les intermédiaires commerciaux entre les pays producteurs et les consommateurs dans les pays occidentaux généralement, ou les grands pays, les grandes économies. En gros, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils achètent chez Gazprom ou chez, je sais pas, en Arabie Saoudite du pétrole. Après, ils ont tous les contrats, en général, il n'y a que de la sous-traitance, de fournir ce pétrole, ce pétrole brut envers les stations de raffinement en Europe ou ailleurs. Le rôle, c'est vraiment l'intermédiation entre là où le pétrole est extrait et là où il est consommé. Je le simplifie largement, en fait, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent entre les deux. Il y a évidemment le freight, il y a évidemment tout un tas de choses. Mais si je simplifie à fond, c'est en gros entre l'extraction et l'arrivée de produits finaux en Europe, ils interviennent quasiment sur toutes ces étapes. Et leur but, c'est de faire des contrats. Il y a beaucoup de commerciaux, il y a beaucoup de traders de manière de pétrole physique, et ils font justement leur marge sur ces opérations. Donc l'avantage de ces entreprises, c'est qu'elles sont très flexibles en termes de s'ajuster au marché énergétique en mutation. Donc ça, quand vous investissez dedans, vous imaginez que ils connaissent très bien le marché, ils connaissent parfaitement ce qui se passe dans le monde et ils savent s'adapter parce qu'ils n'ont pas des grosses infrastructures. Comme je viens de vous dire, c'est plus du commercial et souvent, quand il y a des situations comme ça, c'est eux qui gagnent en premier. Par exemple, ces entreprises ont fait beaucoup d'argent pendant la crise de Covid quand il manquait de stockage parce que c'est eux qui détenaient énormément de contrats pour le stockage de pétrole et forcément pour eux, c'était un événement plutôt positif tandis que tout le secteur pétrolier il était massacré, comme vous le souvenez, j'imagine, le mois de mars de l'année 2020. Donc voilà, ça c'est un des secteurs, c'est un secteur qui accompagne le secteur énergétique. Voilà, ça peut être aussi une bonne solution pour investir généralement dans cette situation, dans les mutations futures qui peuvent avoir lieu sur le marché énergétique en Europe. Le petit bémol, c'est qu'il y a très peu de traders de pétrole qui sont cotés en bourse. Moi je connais Glencore. Je ne connais pas beaucoup d'autres, mais bon, peut-être il y en a. Mais généralement, elles ne sont pas cotées. Donc ça, c'est dommage. Et voilà. Donc Glencore et Cheniere pour s'exposer globalement sur le marché de GNL, si ça vous intéresse. Si vous pensez que le scénario de remplacement du gaz russe par le GNL américain va être le scénario qui va être retenu. Ensuite, il y a un quatrième scénario que de ce qui pourrait se passer pour remplacer le gaz russe, l'énergie russe, par l'énergie en provenance des autres pays. Évidemment, on sait qu'il y a l'Algérie qui fournit le gaz en Europe. Il y a Norvège, mais Norvège, le problème qu'il est au bout de ses capacités, donc on ne peut pas s'attendre grand-chose de Norvège. L'Algérie, honnêtement, je n'ai pas de chiffres, je ne sais pas à quel point elles peuvent augmenter leur production. Ça peut être une alternative, mais à ma connaissance, en Algérie, il n'y a pas de marché financier, il n'y a pas de bourse, vous ne pouvez pas nécessairement ou facilement acheter des actions des entreprises algériennes. Pour moi, c'est un pays socialiste, je ne sais pas si on peut vraiment investir ou s'exposer sur cette thématique. En revanche, au Qatar, au Moyen-Orient, évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités d'y investir, même si ça reste quand même assez limité. Donc, on peut rétablir les liens avec le Qatar, qui était assez, on va dire, aussi controversé comme la source de l'énergie. Il y a aussi l'Iran. N'oubliez pas que l'Iran est sous sanction, à peu près du même style comme la Russie.
Mais on peut parler de l'apaisement des tensions avec l'Iran comme une solution alternative pour faire face à la politique de Vladimir Poutine. Parce que l'Iran, en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est leur soutien du terrorisme, après je ne vais pas encore rentrer dans les débats géopolitiques, mais aussi le fait qu'ils sont en train d'essayer de créer une arme nucléaire. Donc ça c'est vraiment aussi compliqué à gérer, c'est pas plus facile qu'avec la Russie. Donc, mais il n'est pas exclu qu'ils peuvent choisir l'Iran entre les deux. Ça c'est de la politique, c'est la grande politique, je ne peux pas vous dire quoi qu'il le soit, mais dans tous les cas, investir dans l'Iran, ça va être encore plus difficile qu'investir dans l'Algérie, j'imagine. Et donc pour moi, ce n'est pas vraiment un scénario sur lequel on peut se positionner de manière simple, transparente et avec des risques maîtrisés. Voilà, mais je vous rappelle que la Russie, ce n'est pas que le gaz et le pétrole, il y a tout un tas d'autres matières premières, et les minières aussi, et donc qui vont se retrouver sous les sanctions sans aucun doute. Et on peut se retourner encore une fois vers les minières, comme on l'a déjà fait dans notre portefeuille rentier, où j'ai investi dans Rio Tinto, et d'ailleurs sur un niveau qui était très très bon. Là on a un très gros profit maintenant sur notre portefeuille rentier que vous pouvez trouver sur le site marienducash.fr, c'est gratuit, vous créez un compte si ce n'est pas encore votre cas, et vous pouvez aller regarder nos positions dans le portefeuille qui est orienté aux dividendes. Et Rio Tinto, il était intégré il y a quelques mois, et aujourd'hui on a déjà plus de 20% sur cette ligne. Voilà, donc Rio Tinto, clairement, ça peut être une des sociétés qui vont tirer profit de cette crise, ainsi que BHP Billiton, ça c'est le concurrent de Rio Tinto, et par contre le cours il est un peu plus intéressant que Rio Tinto, parce que Rio Tinto il a pas mal repris, mais sur BHP nous avons toujours une opportunité de rentrer sur une valeur avec un PE10, une valeur pure value, ce que je pense que n'est pas forcément une très mauvaise idée. Voilà ce qui concerne les valeurs qui vont profiter probablement de cette crise. Je vais vous parler rapidement des entreprises qui peuvent souffrir de cette crise, et notamment c'est Visa. Aujourd'hui, Visa et Mastercard, bien évidemment, ce sont des entreprises qui sont exposées sur le marché russe. C'est leur troisième marché, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous parlons de désactiver, de arrêter le système SWIFT des paiements en Russie, dans le cadre des sanctions, bien évidemment. Et donc, Visa et Mastercard vont vraiment souffrir si ça sera adopté. Donc j'ai du Visa et du Mastercard dans mon portefeuille, et ça c'est des candidats pour prendre les profits. J'ai pas beaucoup de profits malheureusement, mais je pense que je vais probablement au moins couper la position sur Visa et Mastercard, parce qu'aujourd'hui pour moi le risque est un peu plus élevé qu'avant. C'est la pure catégorie A, c'est des sociétés classiques de la catégorie A qui dominent leur marché, etc., etc. Dans tous les cas, je commence à être assez méfiant par rapport à ces deux valeurs dans mon portefeuille. Probablement, c'est elles qui vont sortir en première. Voilà. Ensuite, les actions russes, ça, c'est évidemment, c'est très compliqué d'y investir. Donc, vous pouvez les passer par les ADR, mais encore une fois, ici, vous avez des packages, des risques, de tout n'importe quoi. Évidemment, vous avez des ratios incroyable, vous avez des PER à 1 et à 0,5, quelque chose que vous ne pouvez pas trouver ailleurs dans le monde, j'imagine, mais évidemment les risques qui viennent avec. Donc pour la plus grosse banque russe qui s'appelle Sberbank, aujourd'hui vous pouvez l'acheter vraiment à que dalle, il est descendu jusqu'à 86 cette semaine quand la guerre a été déclenchée, mais en revanche vous avez le risque à la fois de récupérer vos fonds et le risque du marché classique, parce que le marché financier en Russie peut être arrêté purement simplement. Après il y a un risque que par exemple vous, en tant qu'investisseur occidental, vous pouvez tomber sous les contre-sanctions que la Russie va instaurer, sans aucun doute. Probablement, elles vont juste récupérer votre argent. Et évidemment, vous avez des risques classiques de pays, etc., que les choses peuvent aller très très mal, et là, pour l'instant, ils vont très très mal. Donc, c'est pareil pour les exportateurs russes. Par exemple, là, évidemment, ce sont des opportunités du siècle, quand vous regardez les graphiques. Voilà, ça, c'est vraiment la fin du monde. Si on regarde le Gazprom, c'est un peu la même image, parce que Gazprom, il n'y a pas encore des sanctions ouvertes qui ont été annoncées par rapport à Gazprom, mais on sait que les Européens ne pensent que à ça maintenant, et donc évidemment il y aura des lobbies pour ne pas imposer des sanctions, rester avec le Gazprom parce que le gaz russe va rester le moins cher qu'ailleurs. À voir, est-ce que le business va gagner ou les politiciens vont gagner, ça c'est pas à moi de le dire, je vous dis juste que ça reste des investissements extrêmement risqué et extrêmement sous-évalué. Ensuite, encore un petit peu de la géopolitique pour finir cette vidéo de Café de Dimanche, c'est la Chine et Taïwan. Le problème, c'est que il y a des prétentions chinoises sur le Taïwan, et donc évidemment l'action russe
qui peut donner des idées au gouvernement chinois de faire la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que Taïwan, c'était le premier producteur des semi-conducteurs. On en parle tout le temps dans mes vidéos, Café de dimanche, que les semi-conducteurs, les pénuries, etc., etc. Vous savez que Taïwan, c'est TSMC qui se trouve là-bas, qui essaie de se délocaliser un petit peu partout dans le monde. Mais il y a un risque que de l'invasion chinoise cette fois-là. Après, ce n'est pas forcément la même situation parce que les Chinois, pour moi en tout cas, ils sont bien plus rationnels parce qu'ils vont pas nécessairement déclencher la guerre, même s'ils le peuvent. Je ne sais pas quelle approche ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont être aller militairement? En général, ils préfèrent des chemins, on va dire, plus soft que la Russie. Ils vont probablement mettre de plus en plus de la pression économique et politique à l'intérieur du pays, avoir de plus en plus de l'influence dans le Taïwan plutôt que rentrer avec des armées. Mais encore une fois, je me suis trompé par rapport à la Russie. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup moins d'éléments pour analyser la situation entre la Chine et le Taïwan. Mais le risque est présent. Par contre, si ça arrive, dans ce cas-là, on peut voir S&P 500 descendre à 2000, 1100, 1500. On va vivre à peu près la même crise qu'en 2008-2009, quand vraiment les bourses vont s'effondrer. Parce que clairement, dans ce cas-là, on devra refaire toutes les chaînes d'approvisionnement du point de vue de semi-conducteurs. On va plus parler de metaverse comme je le fais, des intelligences artificielles, tout va être bousculé. Je ne sais pas si ça va arriver. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de signe. En fait, il n'y a personne qui en parle de l'invasion de la Chine, de Taïwan par la Chine, mais il y a ce risque sur la table vu que, on va dire, Poutine elle a déclenché cette façon, on va dire, de s'approprier des territoires voisins. Voilà, ça c'est aussi un risque qu'il faut mentionner. Et la dernière chose que je voulais parler, c'est l'inflation. L'inflation, je vous disais toujours que pour moi, elle était toujours temporaire avant ces événements de la semaine dernière. Et pourquoi je le disais? Tout simplement parce que c'était lié à la réouverture, à tout un tas de phénomènes économiques normaux, on va dire, qu'on peut estimer, qu'on peut analyser et faire certaines conclusions. Je pensais que l'inflation allait rester encore pendant toute cette année élevée, mais maintenant la situation a changé parce que maintenant, vu que les prix de l'énergie, il faudra revoir toute la structure d'approvisionnement énergétique. Dans ce cas-là, l'inflation peut durer très longtemps, et sachant qu'en plus, si la guerre continue, si l'Europe même indirectement, on va y participer en fournissant les armes, etc., etc., ça va créer beaucoup de production parce que la guerre, c'est un phénomène, on ne peut pas dire que c'est un phénomène inflationniste, mais après la guerre, il y a toujours des inflations élevées. Et donc, du coup, pour moi, je pense que cette inflation, du coup, elle devient durable. Effectivement, je retourne la veste, mais pas tout à fait parce que la situation a changé. Maintenant, je ne pense plus que nous sommes dans la situation où le monde est maîtrisé, qu'on peut analyser avec la politique de la Fed, avec tout ce qui va se passer avec les pénuries, avec les chaînes d'approvisionnement post-Covid, etc. Mais il y a aussi cette variable que je ne pouvais pas prendre en compte parce qu'elle ne faisait pas partie de mon scénario de base. Aujourd'hui, elle fait partie. Donc maintenant, la problématique de l'approvisionnement d'énergie de l'Europe, c'est presque une problématique centrale. En plus, la guerre, en plus les dépenses qui sont liées à la guerre. C'est très compliqué à l'analyser. Pourtant, maintenant, je suis obligé de changer d'avis. Je pense maintenant que l'inflation, en effet, va être pour longtemps et va probablement devenir une nouvelle norme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je suis désolé, peut-être que ça n'était pas aussi positif. J'avoue que mon humeur aujourd'hui n'est pas positive. Donc, du coup, j'ai essayé de rester quand même assez cool. Mais j'espère que vous allez quand même passer un très bon dimanche. Je vous souhaite tout le meilleur. Mind the cash. Bye bye.